Hello everyone, salut à tous. Nous chez vous, c'est vous et nous. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Vous et nous, on est ravis d'être avec vous et cette semaine dans cette émission, nous irons au Malawi voir comment des femmes participent à l'électrification. Nous verrons dans cette édition de Vous et nous ce que pensent les psychologues de l'isolement qui sépare les personnes malades et présentant des symptômes du Covid-19 des autres personnes non malades. Au Sénégal, le témoignage de Tidjane qui a tenté l'aventure en passant par le Niger ne vous laissera pas de marbre. Et comme d'habitude, nous lirons vos réponses à la question hashtag Vous et nous de cette semaine. Si vous aimez l'anglais comme moi, comme Roger Mintou, ne ratez pas Anglais Express avec Our Teacher, Our Professor, Michel Joseph. Mais rejoignons d'abord Ekia Badou qui nous fait voyager destination Maroc. Effectivement, Roger, au Maroc, sur le fleuve de Bourg-Greg, entre la capitale Rabat et la ville de Salé, les passeurs marocains combattent non seulement les vents et les courants, mais aussi le développement urbain rapide qui menace leur mode de vie traditionnel. Cette année, le coronavirus et une forte baisse du tourisme ont encore plombé les bateaux-taxis. Voyez ce reportage dont le récit est signé Blanche Sanou. Pendant des décennies, les bateliers de la rivière Bourg-Greg ramaient à travers les eaux agitées avec des clients. Mais avec le développement urbain, beaucoup de yachts à moteur proposent désormais des circuits plus rapides au grand désarroi des passeurs traditionnels. Nous aimerions avoir des moteurs en plus des avirons pour pouvoir faire de longues distances sur la rivière, à Chela et à l'embouchure de la rivière. Nous aimerions avoir des équipements de secours pour nos clients. Karwani, 45 ans, a hérité de l'entreprise de son père et il a juré de se battre pour que ce métier ne disparaisse pas. Appauvris par la crise de santé publique qui paralyse la vie au Maroc depuis de nombreux mois, les pêcheurs et les bateliers se sentent marginalisés. De nombreuses personnes dans ce secteur sont marginalisées, que ce soit pour la santé, l'éducation ou l'emploi. Beaucoup ont perdu leur emploi et certains partent clandestinement avec leurs bateaux. Depuis 2011, un tram est venu compléter le réseau de bus utilisé par les milliers de personnes qui font quotidiennement la navette entre les résidences de Salé et leur emploi dans la capitale. Mais certains habitués préfèrent encore le balancement doux des petits bateaux sur les eaux. J'aime prendre le bateau, c'est bien de perdre la sensation de gravité. On respire l'air frais, on marche, c'est mieux que les embouteillages des taxis ou l'agitation du tramway. La traversée en bateau-taxi ne coûte que 2,5 dirhams, soit environ 0,2 €. Le week-end, les quais du Bourg-Greg attirent encore des foules de visiteurs, dont beaucoup font des excursions en bateau vers les remparts de la forteresse médiévale, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Aïe, 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 aïe. Covid-19, coronavirus, ça impacte tout. Les bateaux, maintenant le tourisme. Écoutez, toujours en parlant de Covid-19, de tous les changements impulsés par la pandémie de Covid-19, le sentiment d'isolement est sûrement l'un des plus difficiles à gérer. Les psychologues étudient les effets de l'isolement sur la santé mentale. Ils expliquent que le confinement et la distanciation physique nous ont littéralement éloignés socialement. Ostap Yarch s'est penché sur le sujet. Dili Diko raconte. Les psychiatres expliquent que la pandémie de Covid-19 a contraint les gens à la distanciation sociale et rendu tout le monde un peu plus solitaire et un peu plus maladroit les uns avec les autres. Je voudrais mettre l'accent sur les conséquences de l'isolement et de la solitude, car c'est sans aucun doute un facteur extrêmement important qui affecte à la fois la santé physique et mentale. Les personnes qui passent de longues périodes en isolement en prison, dans des hôpitaux en Antarctique, perdent certaines compétences sociales. Et plus elles sont isolées, plus elles en perdent. Mark-Jan Prouchko a passé près de 2 mois en Antarctique. Il s'y est rendu en début 2019 pour écrire un livre sur l'expérience d'être dans une station polaire.
Puis, lors de la pandémie, Mark Ian a établi des parallèles entre son séjour au pôle Sud et le confinement. Lorsque vous restez à la maison, parfois vous ne voulez voir personne et vous pouvez vous en tenir à cela. Mais lorsque les circonstances vous obligent à rester à la maison, vous ressentez soudainement une certaine contrainte car vous ne pouvez aller nulle part, même si vous le souhaitez. En Antarctique, c'est la même chose. Après son retour de l'expédition, il a fallu à Mark Ian un certain temps pour se réadapter à la vie normale. Quand je suis revenu, d'une part, je voulais tout simplement faire profil bas et de ne pas trop socialiser avec les gens, à l'exception des proches. Je ne sais pas trop comment expliquer. D'autre part, beaucoup d'habitudes de la vie en communauté me semblaient inutiles pendant un certain temps. Quand je sortais, je voyais que tout le monde allait quelque part. Que faisaient ces gens ? Les experts disent qu'il ne fait aucun doute que les gens perdront certaines compétences sociales pendant la pandémie. Tout comme les muscles s'atrophient sans exercice, les capacités de communication s'effritent avec l'isolement. C'est pourquoi il est également important de prendre soin de votre santé mentale. Tôt ou tard, la pandémie prendra fin. Les gens espèrent que le monde sera en mesure de se débarrasser de la distanciation et que l'on pourra enfin redevenir social comme avant la pandémie. L'Organisation mondiale de la santé, communément appelée l'OMS, ne cesse de prévenir que la santé mentale est aussi importante que la santé physique. Car bien évidemment, lorsqu'à l'intérieur, ça ne va pas bien, cela se ressent dans le corps et parfois même quand on est malade physiquement, ayant le mental, la santé physique arrive à suivre. Donc, ne négligez pas votre santé mentale. Profitez de ce confinement pour prendre soin de vous. Et comme on l'a vu dans ce reportage, pourquoi pas prendre également des nouvelles de proches que vous avez perdus de vue. Tous ces petits moments positifs nous permettent de relativiser, de nous rendre compte combien la vie est importante. Et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. On va prendre une toute autre direction à présent en allant au Sénégal, écouter, voir le témoignage de Tidiane Camara. Il a tenté, comme des millions d'autres, l'aventure en passant par le Niger, puis la Libye où il est resté 2 ans. Et puis il est revenu en 2018 dans son pays, le Sénégal, avec un drame, avec un membre en moins. Si vous ne le croyez pas, c'est encore un témoignage qui va j'espère, vous sensibiliser. Ne partez pas en Libye, ne passez pas par la Libye pour rejoindre l'Europe. Si d'autres y arrivent, beaucoup d'autres perdent la vie, se font violer, hommes comme femmes. Franchement, n'y allez pas. Voyez tout de suite ce témoignage, ce très poignant témoignage que l'on doit à Alison Lekogo. À Malikounda, à quelques 80 km de Dakar. C'est dans ce village que Tidiane Camara a choisi de s'installer à son retour de Libye il y a 2 ans. Le jeune homme de 25 ans n'a pas voulu retourner dans sa région d'origine, la Casamance, par peur du regard des autres face à son handicap. Au Casamance, beaucoup de gens qui sont mal comme ça. Mais ici, au Dakar, tu vois ici beaucoup de problèmes. Tu vois. Même ça, si j'allais au marché pour acheter les bagages, je vois d'autres gens. Les problèmes d'autres gens, j'ai oublié mon problème. Sa jambe, Tidiane l'a perdue en Libye où il a passé 2 ans. 2 années à vivre dans la peur, des vols, des rackets, des agressions, jusqu'à une terrible nuit où 3 hommes font irruption chez lui et ouvrent le feu, lui infligeant une blessure grave à la jambe qui conduit à son amputation. Ils ont coupé ça. J'ai appelé mes amis qui sont en Libye. J'ai dit, les docteurs là, ils ont coupé ma jambe. Ils ont dit quoi? J'ai dit que oui. J'ai dit, il faut appeler ma famille au Sénégal. Ma famille, ils pleurent. Depuis 2014, plus de 20 000 migrants ont perdu la vie en tentant de traverser la Méditerranée selon l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations. Ceux qui survivent sont souvent interceptés et retournés en Libye, où ils sont soumis au pire traitement, selon de nombreux témoignages. Pour Tidiane, l'aventure a pris fin en 2018. Après la perte de sa jambe, il décide de rentrer au Sénégal. Ces 2 dernières années ont été plus heureuses. Avec l'aide de son oncle, il a ouvert sa boutique, il s'est marié à Soukar et le couple a eu un bébé. Désormais, Tidiane a un souhait,
celui de pouvoir acheter une prothèse pour remplacer sa jambe. Si je reçois les prothèses, c'est très facile pour aller au marché, acheter les marchandises pour revenir, vendre. Tu vois, je besoin ça. Si j'ai eu les prothèses, je travaille mieux. Et si Tidiane parvient un jour à réaliser ce rêve, il aimerait alors retourner en Casamance pour rendre visite à sa famille, la tête haute. Alison Lekogo Fernandez pour VOA Afrique, Malicounda, Sénégal. Merci à Alison pour ce beau reportage. En réalité, les migrants subsahariens se tournent peu vers l'Europe. D'après l'Organisation internationale pour les migrants, 70% des émigrés ouest-africains restent en Afrique. 61% d'entre eux privilégient les pays de la sous-région, alors que 15% seulement se dirigent vers l'Europe et 6% vers l'Amérique du Nord. Et vous savez, récemment, oui, migrants éthiopiens sont morts et 12 autres portés disparus après que des passeurs les ont éjectés d'un bateau au large des côtes de Djibouti, a déclaré à Nairobi une porte-parole de l'Office international des migrations. Et pour la question d'ailleurs, hashtag vous et nous de cette semaine, on vous a posé cette question. Parlez-nous de quelqu'un de votre entourage qui a surmonté son handicap pour gagner sa vie et aider les autres. Simon le Parvenu, c'est comme ça qu'il s'appelle lui-même. Il est à Lubumbashi, lui. Il nous dit j'ai fait la connaissance lors de ma visite à Demba, dans la province du Kasaï central, d'un homme qui est devenu aveugle très jeune. Il a décidé de prêcher la parole de Dieu afin de changer la vie de son entourage. Ce monsieur avait entièrement mémorisé la Sainte Bible. Nous avons également le témoignage d'Alfred Muzaliwa à Bujumbura, au Burundi. Je connais 2 braves dames. La première s'appelle Evelyne. Elle est handicapée des 2 pieds, mais malgré tout, elle entreprend avec un petit commerce devant la parcelle de sa famille où tout le monde au quartier se ravitaille auprès d'elle, quelques produits culinaires de grande nécessité. La deuxième se nomme Jeanne, elle est sourde, mariée à un homme irresponsable et mère de 6 enfants. Elle se débrouille en faisant de petits boulots pour envoyer ses enfants à l'école. Godefroy Katala Moana, Kasaï Central, RDC. Ici, au Kasaï Central, j'ai un ami, Mbuta Chimini, handicapé sur une chaise roulante, qui est devenu un grand poète. Il enseigne la poésie dans son quartier. Voilà, ça c'est beau quand même. Parce qu'il y a la poésie, moi j'adore la poésie. Voilà. Merci pour vos nombreux témoignages. On espère vous retrouver dans quelques instants. Juste le temps de prendre une courte pause. À tout de suite. Vous et nous, part 2, vous savez très bien, on commence toujours part 2 avec l'anglais. Et anglais, notre professeur, j'aime bien dire ça en anglais comme elle dit, professeur. Michel Joseph nous apprend l'anglais, c'est dans Anglais Express. Bienvenue à l'Anglais Express. Des expressions que l'on entend souvent dans le milieu du travail, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. I just got a work email. Je viens de recevoir un courriel du travail. A work email, un courriel du travail. My boss
has called a meeting. Mon chef, c'est donc my boss ou mon employeur ou bien mon patron ou ma patronne. A meeting, une réunion, une rencontre, un tête-à-tête. Mon patron a convoqué une réunion. Vous avez maintenant le vocabulaire. Ensuite, everyone must come. Tout le monde doit y venir. Réaction possible? Maybe it's about getting raises. Qu'est-ce que c'est que raise? A raise, c'est une augmentation. Il s'agit peut-être d'une augmentation de salaire. Il s'agit peut-être d'une augmentation salariale. What do you think the meeting is about? À ton avis, sur quoi porterait cette réunion de travail? Et voilà pour l'Anglais Express. Merci Michel. Vous le savez sans doute, je vous le rappelle, vous pouvez retrouver toutes nos leçons sur notre site www.voafrique, rubrique Vous et nous. Place à présent à notre rubrique Actualité. Cela vous a peut-être échappé, mais à la fin du mois de septembre, l'artiste camerounaise Daphné a fait une grande révélation à travers ses réseaux sociaux. Elle a parlé d'un fait marquant lui étant arrivé durant son enfance. Il s'agit d'une agression sexuelle et tous les jugements qui vont avec. Elle a été frappée par ce qu'on appelle l'amnésie traumatique. Ainsi, le cerveau, pour se protéger, oublie un fait traumatisant qui peut revenir à n'importe quel moment, ce qui explique que des victimes portent plainte des décennies plus tard. En France, plusieurs personnalités et anonymes demandent justement l'introduction de l'amnésie traumatique dans la loi et la levée de la prescription afin que les victimes puissent porter plainte sans qu'il y ait un quelconque délai. Pour rappel, 40% des victimes de viol sont mineures et plus d'un cas sur deux concerne des victimes violées par des proches ou carrément des membres de leur famille. Toujours dans l'actualité, le plus célèbre des créateurs de mode japonais, Kenzo Takada, est mort dimanche 4 octobre 2020 de suite du Covid-19 à l'âge de 81 ans. À l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine, a indiqué son porte-parole dans un communiqué alors que se tient la semaine de la mode parisienne. Kenzo Takada était le premier styliste japonais à s'être imposé à Paris, où il a fait toute sa carrière et a rendu célèbre son prénom. Le créateur, qui avait vendu en 1993 sa marque de vêtements au géant LVMH et s'était retiré de la mode 6 ans plus tard, est connu pour ses imprimés graphiques et floraux. Le créateur au look d'éternel adolescent avait lancé en début d'année une ligne de design. Paix à son âme. Et voilà, toute autre chose, on les appelle les Solar Mama. J'adore bien ce nom, les Solar Mama. C'est un groupe des femmes du Malawi qui contribue à l'électrification de certains villages. Ah oui, oui, vous avez très bien compris. Formées en Inde en tant que techniciennes et en énergie solaire avec le parrainage d'organisations caritatives, elles installent et entretiennent des équipements solaires dans les maisons et les écoles. Allons à la découverte de ces femmes et de l'impact qu'elles créent dans leur communauté. C'est dans ce reportage de Lamek Massina à Lilongwe. Le récit est de Mamadou Onfa. Elles sont à première vue des femmes rurales comme les autres. Techniciennes en énergie solaire, elles contribuent à l'électrification de certains villages du Malawi, un pays où seulement 10% de la population est connectée au réseau électrique. Pendant 6 mois, elles ont été formées en Inde grâce à des associations caritatives. Nous avons formé des femmes analphabètes car nous pensons que l'éducation ne se limite pas au diplôme. Et nous voulions montrer que même les femmes peuvent être techniciennes du solaire. Nous avons donc sélectionné des femmes âgées d'environ 45 ans et qui n'avaient pas dépassé la cinquantaine. Désormais connues sous le nom de Solar Mama, elles ont apporté de l'énergie solaire à plus de 200 ménages dans des villages proches de Lilongwe, la capitale du Malawi.
Les compétences que nous avons acquises en Inde nous sont très bénéfiques. Quand nous installons ou réparons l'équipement solaire, nous recevons de l'argent qui nous aide au quotidien. Désormais, de nombreux villageois n'ont plus besoin de faire de longues distances pour recharger leur téléphone portable. Les Solar Mama ont aussi connecté des écoles à l'énergie solaire, permettant aux élèves de suivre pour la première fois des cours tard le soir. L'arrivée de l'énergie solaire ici m'a beaucoup aidée. Par le passé, je ne pouvais pas étudier la nuit à la maison. Mes parents sont pauvres et ne peuvent pas nous acheter une lampe. Mais maintenant, je peux venir ici la nuit pour étudier et faire mes devoirs. Les Solar Mama ont décidé de former à leur tour les jeunes du Malawi à l'énergie solaire afin qu'ils prennent la relève. Bravo aux Solar Mama qui nous prouvent une nouvelle fois qu'être analphabète n'est en rien un frein, ni à l'ingéniosité et encore moins à la réussite. On revient aux États-Unis, plus précisément à Washington DC, capitale fédérale des États-Unis, où des espaces publics, parfois même sombres, sont le nouveau lieu pour les humoristes pour nous permettre, malgré la distanciation sociale, d'arriver à sourire. Voyez ce reportage dont le récit est signé Blanche Sanou. Avant l'apparition du Covid-19, le stand-up comedy ressemblait à ça. Les gens sont entassés et coincés les uns contre les autres, sans masque, riant et propageant leurs germes partout. Ce n'est tout simplement pas propice dans l'environnement actuel. Désormais, les comédiens se produisent à l'extérieur, dans les parkings et arrière-cours des maisons. Et cet effort pour un retour sécurisé et faire rire les gens a été un parcours difficile. Des grillons, des moustiques sur la scène, parfois des hélicoptères et ambulances. Il y a beaucoup de facteurs extérieurs que vous ne pouvez vraiment contrôler. Ajoutez à cela les masques faciaux requis dans le public pour réduire le risque d'infection, ce qui est un autre défi. Vous ne pouvez pas les voir sourire, donc vous devez vraiment vous assurer que vos blagues sont efficaces. Il a fallu des mois à ces jeunes comédiens qui gagnent normalement entre 20 et 200 $ par spectacle pour remonter sur scène. En tant qu'entrepreneur indépendant, il travaille avec des organisations telles que Cry Baby DC et Capital Loft qui organisaient 40 spectacles par semaine dans les bars et restaurants. Aujourd'hui, ils sont réduits à 4 par mois à l'extérieur. Le DC Loft Comedy, par exemple, a annulé environ 150 présentations et prévoit 2 millions de $ de pertes de revenus. Lors de la réouverture du loft, il ne pourra fonctionner qu'à 35% de sa capacité avec la distanciation physique. Mais au-delà du coût financier, ces comédiens craignent surtout de perdre leur étincelle de créativité. L'heure est grave, on le sait, le nombre de personnes atteintes du Covid-19 grimpe inlassablement. Chaque jour, nous sommes sur un pied de guerre pour ne pas l'attraper et plus encore ne pas le transmettre. Ces humoristes nous rappellent qu'il y a l'humour, une des plus belles choses en ce temps de pandémie. Le rire étant, comme on le sait tous, un des meilleurs antidotes à la peur. Oui, merci à ces humoristes. Ah ouais. Moi, j'adore parce que vraiment, ils nous font un peu oublier ce qui se passe, en tout cas momentanément, ça je dois le dire. Voilà, alors, allons maintenant, ce qui me fait aussi, ce qui nous amuse aussi, c'est la danse. Parlons danse maintenant. Alors que le Jérusalem Dance Challenge se répand en Afrique, au Zimbabwe, et c'est la faune qui se mêle à la danse maintenant. Le personnel d'un sanctuaire animalier zimbabwéen a vu sa vidéo de danse avec des éléphants, des girafes et d'autres animaux devenir virale sur Internet. Columbus Mavunga nous a envoyé ce reportage de Harare. Le récit est d'Arzuma Kompore. La chanson Jérusalema du DJ et producteur de disques sud-africain Master KG et de la chanteuse Nomcebo est devenue virale pendant le confinement imposé par le Covid-19. Amateurs ou professionnels, les danseurs ont commencé à publier en ligne leurs performances sur la chanson, y compris avec certains animaux sauvages.
Pour nous en particulier, le défi consiste à sensibiliser les gens sur la protection des animaux, sur leur sensibilité et leur importance pour le patrimoine national, essentiellement pour nos enfants et pour notre pays. Dankworth dit qu'elle a été choquée et ravie quand leur vidéo de danse est devenue virale, gagnant des milliers de vues. Elle espère que cela aidera à soutenir le tourisme phonique au Zimbabwe. La touriste sud-africaine Philippa Meek dit qu'elle a décidé de visiter le centre Wild is Life après avoir vu la vidéo en ligne. Ils étaient si mignons, les girafes et tout. L'esprit de la vidéo était absolument fantastique et pour moi, c'était l'une des meilleures vidéos de Jérusalem qui existe et cela m'a vraiment encouragée en tant que Sud-Africaine à venir ici pour voir ça par moi-même. Comme dans beaucoup de pays en Afrique, l'industrie du tourisme du Zimbabwe souffre depuis mars à cause de la pandémie. Mais même avant le Covid-19, le Zimbabwe avait du mal à attirer les touristes. Pour avoir du succès, nous avons besoin d'un bon produit touristique national. Puis, nous pourrons l'envoyer efficacement sur le marché international et augmenter nos arrivées. Cela augmentera ainsi notre contribution au PIB, qui est actuellement de 8%. Le Zimbabwe espère que sa riche faune pourra développer son tourisme et son économie en difficulté. Des groupes comme Wild is Life aident certainement, et plus de vidéos virales montrant des millions d'animaux ne feraient pas de mal non plus. Ce tube n'en finit pas de séduire. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo d'un prêtre qui dansait d'ailleurs sur ces paroles. Ça m'a fait beaucoup sourire. C'est sur ces notes de musique que nous allons clôturer cette émission. Un grand merci pour votre fidélité car vous êtes de plus en plus nombreux à suivre vous et nous. N'hésitez pas à nous envoyer des messages, ça nous fait toujours plaisir. Et nous parler également des choses formidables qui se font de côté de chez vous. Merci à nos stations partenaires, merci à tous nos collègues qui nous aident à réaliser cette émission. Un clin d'œil particulier aux téléspectateurs de Pointe-Noire, de N'Djamena et également de Niamey. Et comme il est coutume de dire, Roger, rendez-vous la semaine prochaine. I say, hold up, my mama. You know I'm wanting you. I say, hold up, big mama. Can I be the one for you? Tell me, where did you come from? Makaunda muchano Jesu. Mabombe ni ba makasa muchano.